La femme de Sadio Camara a été agressée selon ce qui a été raconté par les médias, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans cette vidéo? Nous allons tous vous dévoiler. Voilà ce qui s'est passé. Le général Sadio Camara est mort il y a peu. Sa disparition a plongé sa famille dans un deuil immense, comme c'est le cas dans toutes les familles quand on perd un homme, un père, un mari. Et vous savez ce qu'on fait en Afrique quand quelqu'un perd un être cher. Les voisins arrivent, la famille élargie arrive, les amis, les camarades, les collègues, tout le monde vient pour présenter les condoléances, pour être là, pour accompagner ceux qui restent dans leur douleur. C'est notre culture, c'est notre tradition. Personne ne laisse une veuve seule face à son chagrin. La première femme du général Sadio Camara, celle qui a survécu à tout ça, était dans la maison ce dimanche-là. Il y avait du monde autour d'elle, des parents, des proches, des gens venus de partout pour lui tenir compagnie dans ces moments difficiles. C'est dans ce contexte, dans ce moment de recueillement familial, dans ce moment où les larmes coulent encore et où personne n'a encore eu le temps de sécher ses yeux que quelque chose d'inimaginable s'est produit. Des militaires sont arrivés. Pas 2 ou 3. Pas une petite patrouille de routine. Non. Un bataillon entier. Plus de 100 hommes. Certains disent même 200. Des soldats armés, équipés, qui ont encerclé la maison du général Sadio Camara comme si c'était un repère de criminels recherchés. Comme si à l'intérieur se trouvaient des bandits armés, des terroristes, des gens qui représentaient un danger immédiat pour la sécurité de l'État. Mais non, à l'intérieur, il y avait une femme en deuil, il y avait des enfants, il y avait des parents venus pleurer. Et ce n'est pas tout. Ces militaires-là, ils n'avaient pas leur visage découvert. Leur visage était couvert, caché derrière des cagoules. Des hommes masqués armés jusqu'aux dents, appartenant selon les informations que j'ai reçues au service de renseignement du Mali et aux forces spéciales directement placées sous l'autorité du président Assimi Goïta. Ces hommes-là ont franchi le portail de la maison d'un général malien mort quelques jours plus tôt, en plein deuil, en pleine veillée familiale. Ils sont entrés et la terreur s'est installée. Imaginez la scène. Vous êtes dans la maison de votre mari qui vient de mourir. Vous pleurez encore. Vous n'avez même pas encore eu le temps de faire votre deuil. Des membres de votre famille sont là pour vous soutenir. Et soudain, 100, 200 hommes armés déferlent dans votre espace. Vos yeux se fixent sur leurs armes. Vos oreilles entendent les ordres qu'ils donnent. Votre cœur s'emballe. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas si vous allez être arrêté, emmené ou pire. Et ces hommes, ce ne sont même pas des visages que vous pouvez reconnaître. Ce sont des cagoules, des anonymes armés qui agissent au nom de l'État. La femme du général Sadio Camara, dans sa détresse et dans sa panique totalement compréhensible, leur a posé une question simple. La seule question logique qu'une personne dans cette situation peut poser. Elle leur a dit « Vous êtes venu m'arrêter, c'est ça ? Voilà comment vous traitez la veuve d'un général de l'armée malienne, en l'encerclant avec 200 hommes, masqués alors qu'elle est encore en plein deuil. Mais ils n'étaient pas venus pour répondre à ces questions. Ils avaient les leurs. 4 éléments cagoulés se sont approchés d'elle. Ils l'ont fait asseoir, et l'interrogatoire a commencé. La première question qu'ils lui ont posée, c'est celle-là, et je veux que vous l'entendiez bien parce qu'elle dit beaucoup de choses sur ce qui se passe vraiment au sommet du pouvoir malien. Ils lui ont demandé « Est-ce que ton mari t'a dit quelque chose entre lui et nous, les autres généraux, ceux qui ont fait le coup d'État? Est-ce que Sadio Camara parlait avec toi de ses affaires avant de mourir ?» Voilà. C'est ça la vraie question, pas une question de sécurité nationale, pas une question liée à une menace terroriste. Non. La question c'est « Qu'est-ce que Sadio Camara t'a dit sur nous? Qu'est-ce qu'il t'a confié sur ce qui se passe entre les généraux? Est-ce qu'il t'a transmis des informations, des secrets, des dossiers, des preuves de quelque chose ?» Ces hommes avaient peur. Une peur profonde, viscérale. La peur de gens qui savent qu'ils ont commis des actes qu'ils ne voudraient pas voir exposés au grand jour. Et ils pensaient que la femme du général Sadio Camara pouvait être la clé, la personne qui détenait des informations capables de les faire tomber. La veuve leur a répondu avec une dignité remarquable dans les circonstances. Elle leur a dit que son mari ne lui avait rien dit, qu'il ne lui avait confié aucun secret, qu'elle ne savait rien de ce qui se passait entre lui et ses camarades généraux. Mais ces hommes ne voulaient pas entendre cette réponse, parce que c'est difficile d'accepter la vérité quand on est rongé par la culpabilité et la paranoïa. Alors ils ont posé une deuxième question, celle-là encore plus révélatrice. Ils lui ont demandé où se trouvaient les documents. Où était le coffre-fort du général Sadio Camara? Quel papier avait-il gardé, conservé, mis de côté? Réfléchissez un instant à ce que cette question signifie. On n'envoie pas 200 soldats masqués dans la maison d'un camarade mort pour chercher ses documents d'assurance vie.
On n'encercle pas une maison en deuil pour récupérer des factures ou des papiers de famille. On fait ça quand on a peur de ce que cet homme avait en sa possession. On fait ça quand on sait qu'il existait des preuves, des documents, des écrits, quelque chose de concret qui pourrait raconter une version différente de l'histoire officielle. La femme leur a dit qu'elle n'avait aucun document de son mari, qu'elle ne savait pas où se trouvait de coffre-fort. Et elle a ajouté quelque chose d'important. Le jour de la mort de son mari, tous les documents avaient déjà disparu. Ils étaient déjà partis. Quelqu'un les avait déjà pris. Quand elle a dit ça, les militaires se sont énervés. L'un d'eux a dit directement à la femme qu'elle mentait. Il lui a dit « Tu es la première femme, c'est toi que ton mari devait informer de tout, c'est toi qui dois savoir où sont les documents secrets. » Comme si une femme en deuil allait se transformer en archiviste de son défunt mari sous la contrainte de 200 hommes armés. Et puis, l'un de ces militaires l'a bousculé, l'a poussé pour pouvoir passer. Et ils ont commencé à fouiller. Ils ont fouillé partout, dans chaque pièce, dans chaque tiroir, dans chaque recoin de cette maison. Ils ont tout retourné, les cahiers des enfants, les documents scolaires, les affaires personnelles. Ils ont tout sorti, tout mis sens dessus-dessous, avec l'efficacité froide de gens qui ont ordre de ne rien laisser de côté. Ils cherchaient quelque chose de précis, et ils n'ont rien trouvé, soit parce que les documents n'étaient plus là, comme la femme l'avait dit, soit parce qu'ils n'ont pas eu accès à ce qu'ils cherchaient vraiment. Certaines sources disent qu'ils sont repartis avec le coffre-fort. D'autres disent qu'il n'y avait rien dedans, que la maison avait déjà été vidée de ce qui comptait vraiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'en partant, ces hommes masqués ont laissé un dernier message à la veuve du général Sadio Camara. Ils lui ont dit « Tu as intérêt à ne pas parler. Tu as intérêt à ne pas parler. » Voilà le message d'Assimi Goïta à la femme d'un homme qu'il dit publiquement avoir aimé comme un frère, comme un camarade de lutte, comme quelqu'un qu'il a côtoyé dans les moments les plus décisifs de l'histoire récente du Mali. Tu as intérêt à ne pas parler. C'est ça le vrai visage de ce pouvoir. C'est ça la réalité derrière les discours sur la souveraineté, sur le panafricanisme, sur la dignité retrouvée de l'Afrique. Des hommes masqués qui menacent des veuves. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que ce qui s'est passé dans cette maison ce dimanche 10 mai 2026 n'est pas un incident isolé. C'est l'aboutissement d'une histoire longue, complexe, pleine de trahisons, de serments brisés, de secrets qu'on aurait voulu enterrer avec Sadio Camara. Et cette histoire, je vais vous la raconter. Je vais vous la raconter entièrement. Parce que le peuple malien mérite de savoir la vérité. Parce que l'Afrique entière mérite de comprendre ce qui se passe réellement à Bamako, derrière les façades et les slogans. Commençons par le commencement. Commençons par comprendre qui était vraiment le général Sadio Camara. Parce que la grande majorité des gens qui parlent de lui aujourd'hui ne le connaissent pas. Ils entendent son nom, ils voient sa photo, ils lisent quelques articles et ils pensent qu'ils comprennent. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que cet homme représentait vraiment, ce qu'il avait construit, ce qu'il avait sacrifié et surtout ce qu'il avait refusé de trahir même quand tout l'invitait à le faire. Le général Sadio Camara n'était pas un homme de l'ombre. Il n'était pas un technocrate discret ou un militaire de carrière sans vision. C'était un homme qui avait des convictions profondes sur ce que le Mali devait devenir, sur ce que l'Afrique devait représenter dans le monde, sur la place que les militaires africains devaient prendre dans la reconstruction de leur pays. Des convictions qu'il a payées très cher, trop cher. Il faut aussi comprendre d'où il vient. Sadio Camara appartient à une famille profondément ancrée dans le milieu militaire malien. À Kati, cette ville de garnison qui jouxte Bamako et qui est depuis des décennies le centre nerveux de l'armée malienne, les familles militaires se connaissent toutes. On se marie entre familles de militaires. On élève ses enfants entre militaires. On vit, on respire, on pense dans une culture militaire. Le père du général Sadio Camara était militaire. Ses frères sont militaires. Son grand frère est lui-même général de l'armée malienne. Des colonels, des officiers supérieurs. La famille Camara est une famille de l'armée au sens le plus profond du terme. Et c'est dans ce contexte-là qu'Assimi Goïta a décidé d'envoyer ses hommes masqués terroriser la veuve. Il a envoyé ses soldats intimider une femme dont les frères, le beau-frère, les oncles sont tous des officiers supérieurs de l'armée malienne. Vous pensez que ça ne va pas créer des remous? Vous pensez que ces hommes-là, ces colonels, ces généraux, ces officiers, vont rester silencieux quand ils apprennent que la femme de leur camarade, leur belle-sœur, a été bousculée et menacée dans sa propre maison par des agents masqués de la présidence? Assimi Goïta est en train de s'aliéner des pans entiers de l'armée malienne. Et il le fait en croyant se protéger. Mais revenons à Sadio Camara lui-même. Il faut comprendre son rôle dans les événements qui ont transformé le Mali ces dernières années.
Beaucoup de gens pensent que la révolution malienne, les 2 coups d'État successifs, la rupture avec la France, l'arrivée des Russes, tout ça c'est l'œuvre d'Assimi Goïta. C'est ce que la propagande officielle veut faire croire. Mais ce n'est pas la vérité. Et la vérité, je vais vous la dire. Quand le premier coup d'État a eu lieu au Mali, Sadio Camara était là. Mais il n'était pas là comme un simple participant, un exécutant parmi d'autres. Il était l'un des pivots de cette opération. Et pour le deuxième coup d'État, celui qui a amené Assimi Goïta au pouvoir de façon définitive, Sadio Camara était le cerveau. C'est lui qui avait planifié. C'est lui qui avait coordonné. C'est lui qui avait réuni les hommes, organisé les étapes, anticipé les réactions. Sans Sadio Camara, ce deuxième coup d'État n'aurait peut-être pas eu lieu, en tout cas pas de la manière dont il s'est déroulé. Et voilà la grande ironie tragique de toute cette histoire. L'homme qui a rendu possible l'ascension d'Assimi Goïta est mort dans des circonstances que le pouvoir lui-même tente de faire passer pour autre chose que ce qu'elles sont vraiment. Et la veuve de cet homme se retrouve aujourd'hui menacée par les sbires du même Assimi Goïta. Mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur que je dois vous dire sur le rôle de Sadio Camara. Quelque chose que peu de gens savent. Quand on parle du panafricanisme malien, quand on parle de la rupture avec la France, quand on parle de l'arrivée des forces russes au Mali, tout le monde cite le nom d'Assimi Goïta, comme si c'était sa vision, sa décision, sa conviction profonde. Mais là encore, la réalité est différente, très différente. C'est Sadio Camara qui était le véritable idéologue de cette transformation. C'était lui le marxiste, lui le panafricaniste convaincu, lui qui avait une vision claire de ce que le Mali devait faire pour se libérer de la tutelle française et occidentale. C'est lui qui a insisté pour que la Russie entre dans le jeu malien. C'est lui qui a poussé pour que les relations avec la France soient rompues, pour que le Mali reprenne sa souveraineté, pour qu'on cesse d'accepter la présence militaire française comme une donnée permanente et immuable. Et Assimi Goïta, dans tout ça, il était au départ plutôt favorable à un maintien des relations avec la France et avec l'OTAN. Il ne voulait pas cette rupture brutale. Ce n'était pas sa vision initiale. Il existe même, paraît-il, une vidéo dans laquelle Assimi Goïta lui-même dit qu'il ne voulait pas que la France parte. Une vidéo que personne ne montre aujourd'hui. Une vidéo qui aurait le mérite de clarifier qui était vraiment à l'origine de quoi dans cette révolution présentée comme une seule et même chose. Alors voilà ce qui s'est passé. Sadio Camara a travaillé en coulisses. Il a parlé aux activistes, aux journalistes, aux militants panafricanistes. Il leur a donné des informations. Il leur a dit quoi faire, quand agir, comment orienter la pression de la rue. Et c'est grâce à cette pression, grâce à ces sorties publiques que Sadio Camara orchestrait depuis l'ombre, que les choses ont pu évoluer dans la direction qu'elles ont prise. La révolution malienne, dans une large mesure, c'était Sadio Camara qui l'a pilotée en coulisses, pendant qu'Assimi Goïta en était le visage public. C'est cette réalité-là qu'Assimi Goïta veut enterrer avec les documents qu'il cherche désespérément dans la maison de la veuve. Parce que si ces documents existent et si leur contenu est rendu public, alors l'histoire officielle de la révolution malienne s'effondre. Le récit soigneusement construit autour d'Assimi Goïta comme héros unique, comme seul auteur de la transformation du Mali, devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé, beaucoup moins glorieux pour lui. Et voilà pourquoi il a peur. Voilà pourquoi 200 hommes masqués ont débarqué dans une maison en deuil un dimanche matin. Voilà pourquoi une veuve en larmes a été bousculée et menacée. Parce que la vérité a le pouvoir de tout changer. Et Assimi Goïta le sait mieux que quiconque. Parlons maintenant d'un autre aspect de cette affaire qui m'a particulièrement frappé quand j'en ai entendu parler. Il y a un détail dans ce que les militaires masqués ont dit à la femme de Sadio Camara qui en dit long sur l'état d'esprit qui règne au sommet du pouvoir malien. Ils lui ont dit « Tu as intérêt à ne pas parler. Si tu ne te reproches rien, pourquoi est-ce qu'on irait intimider la femme d'un camarade? Pourquoi est-ce qu'on encerclerait la maison d'un homme que l'on dit publiquement avoir aimé comme un frère ?» La réponse à cette question, c'est la panique pure. Assimi Goïta est en train de perdre le contrôle de la situation. Il pense que c'est la femme de Sadio Camara qui est la source des informations qui circulent sur lui, sur sa responsabilité dans ce qui s'est passé, sur les vrais tenants et aboutissants de la mort du général. Et plutôt que de laisser les choses se tasser, plutôt que d'adopter une posture digne d'un chef d'État, il envoie ses agents dans une maison de deuil. Il menace une veuve, il fouille les affaires d'un mort. Ce comportement-là n'est pas celui d'un homme fort. C'est le comportement d'un homme qui a peur. Un homme qui sait que ce qu'il cache est suffisamment grave pour qu'il soit prêt à prendre le risque de l'esclandre que représente une telle opération. Un homme qui sait que si la vérité sort, tout s'effondre. Et d'ailleurs, je veux que vous pensiez à quelque chose. La maison de Sadio Camara à Kati, c'est un quartier militaire. Tout le monde se connaît là-bas. Les voisins sont des familles militaires.
Les gens qui passent dans la rue sont des militaires, des officiers, des sous-officiers, des familles de militaires tels. Quand 200 hommes masqués débarquent dans ce quartier, tout le monde le sait en quelques minutes. Tout le monde voit, tout le monde entend. Certains filment même depuis chez eux. Il y a des vidéos qui circulent de cette opération. Ces images témoignent de ce qui s'est passé ce dimanche. Assimi Goïta pensait que cette opération passerait inaperçue, qu'on pourrait faire entrer 200 soldats cagoulés dans un quartier militaire sans que personne ne s'en aperçoive, sans que les témoins ne parlent, sans que les images ne circulent. Soit il est déconnecté de la réalité à ce point, soit il s'en fiche parce qu'il pense qu'il est intouchable. Et les deux options sont inquiétantes. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que j'allais vous parler d'un serment, d'un pacte que ces généraux ont fait ensemble, un pacte qui lie leur destin et qui explique en partie pourquoi les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Je vais vous en parler maintenant, parce que c'est une clé essentielle pour comprendre ce qui se passe. Quand ces généraux ont fait le coup d'État, quand ils ont pris le pouvoir ensemble, ils se sont jurés fidélité. Ils ont fait un serment. Un serment traditionnel du type de ceux qu'on fait en Afrique de l'Ouest quand on veut sceller une alliance de façon sacrée et irrévocable. Ils ont juré de ne jamais se trahir. Ils ont dit que si l'un d'eux trahissait les autres, les conséquences de ce serment se retourneraient contre lui. Que les esprits invoqués en témoin de cette alliance se retourneraient contre le traître. Ce serment-là est important pour comprendre pourquoi Sadio Camara, qui avait selon toute vraisemblance les moyens d'agir contre Assimi Goïta, qui avait le poids, les relations, le réseau pour le faire, ne l'a pas fait. Parce qu'il était lié par ce serment. Parce qu'un homme de sa stature, un homme ancré dans une culture africaine profonde, ne brise pas facilement un serment de ce type, même quand il voit la trahison se préparer, même quand il sait qu'il est en danger, même quand tout lui dit de frapper le premier. Vous imaginez la confiance que ça demande? Faire un coup d'État, risquer votre vie, risquer votre liberté, risquer tout ce que vous avez construit depuis des décennies, et puis décider de ne pas en être le bénéficiaire direct, de passer la main à quelqu'un d'autre, parce que vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux pour votre pays, pour votre peuple, pour la transition que vous avez déclenchée. C'est ce que Sadio Camara a fait. Il est allé chercher Goïta. Il a construit le consensus autour de lui. Il a fait en sorte que la transition s'installe avec Assimi à sa tête, lui se contentant d'un rôle de ministre de la Défense, de superviseur de l'ensemble. Il pensait qu'en restant ministre de la Défense, il gardait assez de poids, assez d'influence pour s'assurer que les choses iraient dans la bonne direction. Il pensait qu'Assimi, ce jeune général qu'il estimait et qui avait l'air de l'écouter, resterait dans les limites qu'il lui avait fixées. Il s'est trompé, et il le savait, au fond de lui-même, depuis un moment. Mais le serment l'empêchait d'agir. Je me souviens d'avoir eu des discussions à cette époque, de m'être retrouvé dans un contexte où il m'a été dit qu'il fallait se calmer, qu'il fallait modérer certaines sorties. C'était du temps de Sadio Camara. Et quand j'avais des doutes sur Assimi, quand je voulais dire certaines choses, Sadio Camara lui-même avait parfois demandé à ce qu'on se tienne un peu en retrait pour ne pas fragiliser la transition naissante. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Il gérait, il modérait, il essayait de maintenir l'équilibre. Et c'est aussi pour ça qu'il a tardé à agir quand il a compris que cet équilibre était irrémédiablement rompu. La vérité sur Sadio Camara que je veux que vous reteniez, c'est celle-ci. C'était un homme bon. Je ne dis pas ça parce qu'il est mort. Je ne dis pas ça pour lui rendre hommage de façon convenue, comme on le fait dans les discours funèbres. Je le dis parce que je l'ai connu, parce que j'ai travaillé avec lui, parce que j'ai eu des conversations avec cet homme dans des moments où la garde est baissée, où on parle vraiment, où on ne joue plus de rôle. Et dans ces moments-là, j'ai vu un homme qui croyait sincèrement à quelque chose. Un homme qui voulait réellement que le Mali aille mieux. Un homme qui avait des convictions, des valeurs, une vision. Quand il est mort et que des vidéos ont commencé à circuler pour le discréditer, pour le présenter sous un mauvais jour, pour ternir sa mémoire, j'ai eu du mal à les regarder. J'ai pleuré. Pas parce que c'était la mort d'un général, pas parce que c'était la fin d'une figure politique, mais parce que c'était la mort d'un homme que je connaissais, que j'estimais et dont je savais qu'il méritait mieux que ce qui lui est arrivé. Mais revenons au fait de ce dimanche 10 mai 2026 à Kati. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là a des conséquences qui vont bien au-delà de la maison de Sadio Camara. Ce que ces militaires masqués ont fait ce jour-là, c'est ouvrir une boîte qu'Assimi Goïta aurait eu tout intérêt à garder fermée. Parce que la femme de Sadio Camara vient d'une famille militaire profondément enracinée à Kati. Son père est militaire.
Ses frères sont militaires et le grand frère de Sadio Camara, lui-même, comme je vous le disais, est général de l'armée malienne. Il y a dans la famille Camara des colonels, des officiers de haut rang. Ces gens-là ont des réseaux, ces gens-là ont des contacts. Ces gens-là savent exactement ce qui s'est passé dans la maison ce dimanche parce que les membres de la famille étaient là, parce que des témoins ont tout vu et tout entendu. Est-ce qu'Assimi Goïta pense vraiment que ses officiers, ses généraux, ses frères et beaux-frères de Sadio Camara vont rester les bras croisés? Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont accepter en silence que des hommes masqués soient venus bousculer la veuve de leur frère, fouiller sa maison, menacer sa famille? Dans l'armée malienne, le respect de la famille des camarades est quelque chose de fondamental. Bafouer cela, c'est prendre un risque énorme. Un risque qui pourrait avoir des conséquences internes à l'armée qu'Assimi Goïta n'a peut-être pas correctement mesuré. Et puis, il y a l'ensemble de la société malienne qui regarde, qui observe, qui enregistre. À Kati, comme dans tous les quartiers, comme dans toutes les communautés, les nouvelles circulent vite. Les gens parlent entre eux. Les images circulent sur les téléphones. Les voix se transmettent de bouche à oreille. Tout le monde sait. Et ce que tout le monde sait, c'est qu'une femme en deuil a été menacée par des soldats masqués. Ce que tout le monde sait, c'est qu'une maison en pleine veillée funèbre a été encerclée et fouillée. Ce que tout le monde sait, c'est que le régime a peur de quelque chose. Parce que c'est ça, la vérité simple et évidente que tout observateur sain d'esprit peut voir. Les régimes qui ont confiance en leur légitimité n'envoient pas des soldats masqués terroriser des veuves. Les régimes qui sont en paix avec leur bilan ne cherchent pas désespérément des documents dans les maisons de leurs adversaires morts. Les régimes qui ont la conscience tranquille ne menacent pas des familles entières pour les faire taire. Ce que fait Assimi Goïta, c'est le comportement d'un homme qui a quelque chose à cacher. D'un régime qui sait que la vérité, si elle sort, est capable de tout faire s'effondrer. Et c'est cette réalité-là que les panafricanistes du monde entier, ceux qui soutiennent ce régime depuis l'extérieur, depuis leur studio confortable en Europe ou en Amérique du Nord, devraient regarder en face avant de continuer à chanter les louanges d'Assimi Goïta. Je dis souvent que je vois des étrangers qui se présentent comme panafricanistes et qui viennent encenser ce régime. Des gens qui crient à la souveraineté retrouvée, à la dignité africaine, à la rupture courageuse avec l'Occident, mais est-ce qu'ils savent qui était à l'origine de tout ça? Est-ce qu'ils savent que l'homme qui avait la vision panafricaniste la plus claire, l'homme qui avait la doctrine la plus cohérente par rapport à la Russie, par rapport à la France, par rapport à l'autonomie stratégique du Mali, c'était Sadio Camara, et qu'Assimi Goïta s'est contenté de récupérer ce travail, cette vision, ce combat, tout en éliminant l'homme qui en était le véritable auteur. Le panafricanisme de façade, c'est du panafricanisme pour la galerie. C'est des slogans pour faire applaudir les foules. Le vrai panafricanisme, c'est respecter les familles des hommes qui se sont battus pour cette cause. C'est ne pas envoyer des soldats masqués terroriser les veuves de ceux qui ont sacrifié leur liberté et peut-être leur vie pour que le continent avance. Le vrai panafricanisme, ça commence par un minimum de cohérence morale. Et pour ceux qui doutent encore de ce que j'avance, je vous dis ceci. Allez vous renseigner à Kati. Demandez, posez des questions. Les voisins ont vu, les passants ont vu, les familles du quartier ont vu et entendu. Ce sont des faits vérifiables, pas des inventions. Et les images qui circulent sur les réseaux sociaux maliens de cette opération ce dimanche sont là pour en témoigner. Il reste encore beaucoup à dire sur cette affaire. Il reste encore beaucoup à dire sur ce que Sadio Camara savait vraiment, sur ce que ces documents, s'ils existaient, pourraient révéler, sur la nature exacte des tensions entre les généraux, sur le serment qu'ils ont fait et sur comment il a été violé, sur qui, dans l'armée malienne, est en train de regarder tout ça en se demandant si c'est vraiment dans cette direction qu'il veut continuer à aller. Ce que je sais, c'est qu'Assimi Goïta n'est pas tranquille. Ce que je sais, c'est que ces actes de ce dimanche 10 mai 2026 ne vont pas rester sans conséquences. Ce que je sais, c'est que la vérité a cette habitude agaçante de finir toujours par sortir. Toujours. Même quand on la cherche pour la détruire. Même quand on l'encercle avec 200 soldats masqués. Même quand on menace les gens qui la connaissent. Le temps, c'est lui le grand révélateur. Et le temps s'appelle la vérité. Mais avant de vous parler de la suite, avant de vous raconter tout ce qui s'est passé derrière les scènes, tous les éléments que j'ai entre les mains sur ce dossier, je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Ce que vous venez d'entendre, c'est juste le début. Ce n'est que la surface de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus complexe.
La mort de Sadio Camara, l'irruption de militaires masqués chez sa veuve, les arrestations de politiciens présentés comme des boucs émissaires, tout ça s'inscrit dans une logique qu'il faut comprendre dans son entièreté pour pouvoir en mesurer toutes les implications. Et cette logique, je vais vous la dévoiler dans la suite de cette vidéo, parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais dites, des choses que je gardais pour le bon moment. Et ce bon moment, mes frères et sœurs, c'est maintenant. Mes frères et sœurs, bienvenue dans cette deuxième partie. Si vous venez d'arriver, je vous recommande fortement de regarder la première partie d'abord, parce que ce que je vais vous dire maintenant s'appuie sur tout ce que j'ai expliqué avant, et si vous arrivez sans contexte, vous risquez de ne pas saisir toute la gravité de ce que nous allons aborder ensemble. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, accrochez-vous, parce que là, on entre dans le cœur du dossier. Je veux commencer cette deuxième partie par une question simple. Une question que beaucoup de Maliens se posent dans ce moment, mais que peu osent formuler à voix haute parce que dans un contexte politique comme celui que vit le Mali aujourd'hui, poser certaines questions peut vous coûter très cher. La question, la voici. Comment est vraiment mort le général Sadio Camara? Le régime a fourni une explication officielle. Comme toujours, comme dans tous les cas qui mettent le pouvoir en position délicate, il y a une version officielle, propre, nette, qui clôt le dossier avant même qu'il soit ouvert. Mais cette version officielle pose des problèmes sérieux, des contradictions que n'importe quelle personne qui réfléchit ne peut pas ignorer. Je ne vais pas vous dire ce que je ne sais pas avec certitude. Ce n'est pas ma méthode. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Quand je parle avec des informations. Quand j'avance quelque chose, c'est parce que j'ai des éléments qui me permettent de le faire. Et les éléments que j'ai sur les circonstances entourant la mort du général Sadio Camara sont suffisamment troublants pour justifier les questions que je pose. Ce que je sais, c'est que les tensions entre Sadio Camara et Assimi Goïta avaient atteint un niveau critique dans les semaines précédant la mort du premier. Ces deux hommes n'étaient plus sur la même longueur d'onde depuis un moment. Les désaccords qui existaient entre eux, que j'ai évoqués dans la première partie, avaient évolué. Ils n'étaient plus de simples divergences de vision sur comment gérer la transition. Ils étaient devenus quelque chose de plus dangereux, de plus personnel, de plus difficile à contenir. La question de qui contrôlait quoi était au cœur de tout. Sadio Camara, en tant que ministre de la Défense, en tant que figure fondatrice de la dynamique qui avait conduit au coup d'État, estimait avoir un droit de regard sur les grandes décisions. Il estimait que certaines orientations stratégiques ne pouvaient pas être prises sans son accord, sans qu'on le consulte, sans qu'on prenne en compte son avis. Assimi Goïta, lui, avait une autre idée. Son idée à lui, c'était qu'il était le président de la transition et qu'en tant que tel, il prenait les décisions. Seul, sans devoir rendre de compte à ceux qui l'avaient mise là. C'est la vieille tension entre le faiseur de roi et le roi, entre celui qui a mis quelqu'un au pouvoir et celui qui, une fois qu'il y est, décide qu'il n'a de compte à rendre à personne. Cette tension-là, elle a existé dans l'histoire à travers tous les continents, dans toutes les cultures, dans tous les contextes politiques. Et dans la grande majorité des cas, c'est le roi qui finit par se retourner contre le faiseur de roi. Parce que le roi ne supporte pas l'idée que quelqu'un pense avoir un droit sur lui. Parce que le roi veut être le seul auteur de sa propre légende. C'est exactement ce qui s'est passé au Mali. Et Sadio Camara, qui avait contribué à créer cette situation, ne pouvait pas ne pas l'avoir anticipé. Il en avait été alerté. Plusieurs personnes lui avaient dit que cette relation ne pouvait pas bien finir. Que mettre au pouvoir quelqu'un et espérer le contrôler de l'extérieur, c'est une recette pour se retrouver en position de victime plutôt que de superviseur. Mais Sadio Camara était lié par le serment, et il avait foi, peut-être jusqu'au bout, en une capacité de dialogue qui n'existait plus vraiment. Ce qui s'est passé ensuite, on peut le reconstituer à partir des informations qui circulent, des témoignages qui émergent, des pièces d'un puzzle que le régime tente de dissimuler, mais que les gens continuent d'assembler malgré tout. Sadio Camara était en pleine prière, dit-on. Il lisait le Coran. C'est dans ce moment de recueillement spirituel que tout s'est précipité, comme si même ces derniers instants avaient quelque chose de symboliquement chargé. Un homme de foi en prière, rattrapé par les conséquences d'un monde où la foi en la parole donnée ne suffit plus à vous protéger. Et maintenant, regardez ce qui suit sa mort. Le régime arrête des politiciens. Il accuse des gens comme Maître Matal d'être impliqués dans quoi que ce soit lié à cette mort. Il envoie des soldats masqués fouiller la maison de la veuve. Il cherche des documents.
Il menace des familles. Ce n'est pas le comportement d'un pouvoir qui a la conscience tranquille. Ce n'est pas ce que fait un régime qui n'a rien à se reprocher. C'est ce que fait un régime pris en étau entre la vérité et la nécessité de la faire taire. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un autre élément que j'ai évoqué brièvement dans la première partie et sur lequel je veux revenir plus longuement parce qu'il me semble central pour comprendre le contexte global. Je veux vous parler de Kidal. Kidal, c'est ce nom qui revient régulièrement dans les discussions sur la situation sécuritaire au Mali. Cette ville du nord du pays qui a été longtemps un symbole des difficultés de l'État malien à contrôler tout son territoire. Et le régime actuel, dans ses discours, dans sa communication, se présentait comme celui qui allait régler la question de Kidal, qui allait réaffirmer l'autorité de l'État malien sur toutes ces régions, qui allait en finir avec les zones de non-droit. Mais la réalité est toute autre.